Et maintenant, je vous invite à entrer dans l'antre d'un des plus attendus et des plus anciens en même temps magazines de mode américain. C'est vraiment l'univers de la presse de luxe créé au 19e siècle, en 1867, qui a mêlé la mode, l'art, un concept totalement novateur à cette époque-là. Et puis, depuis le début de l'année, cette année 2023, le magazine Harper's Bazaar est arrivé en France, où il était extrêmement attendu. On peut dire que c'est le lancement presse de l'année. Et pour en parler ce matin, nous accueillons Olivier Lalanne. Alors bonjour Olivier, asseyez-vous. Vous êtes le rédacteur en chef du Harper's Bazaar français. Est-ce que aujourd'hui lancer un magazine papier, même si c'est luxe et même si c'est pour une clientèle sélectionnée, est-ce que c'est un paradoxe aujourd'hui ? Un paradoxe, je ne sais pas. J'ai plus envie de dire que c'est un acte de foi. Quand on considère la petite santé de la presse écrite et l'effondrement de la diffusion de vente des magazines, des quotidiens, etc. C'est vrai que lancer un magazine comme ça pouvait paraître un peu fou, un peu challenge. Mais nous, on y croyait. Moi, j'étais convaincu que, étant donné qu'Harper's Bazaar n'est pas un magazine féminin classique, c'est pas un magazine serviciel, mais plus un magazine qui se rapproche du livre, du bel objet, qui avait un désir de ça, une appétence pour ça. De la même manière qu'on voit qu'il y a un vrai engouement pour le vinyle aujourd'hui, notamment auprès des jeunes. J'étais sûr qu'un magazine comme ça pouvait avoir sa place sur le marché de la presse. Et les chiffres, au bout d'un an, témoignent que voilà, ça c'est réussi. Vous arrivez triomphant. Pas triomphant, mais content. Oui, vous êtes content. C'est-à-dire que c'est un lancement qui, pour l'instant, correspond un peu à vos attentes. Au-delà. Je ne pensais pas qu'il trouverait sa place aussi rapidement. On est à 9 numéros. J'avais conscience que le titre était très connu au sein du milieu. Après, auprès du grand public, c'est pas Vogue, il faut être clair. Donc, je savais qu'il y avait un travail de notoriété à faire. Et ça a été assez rapide. C'est-à-dire que la diffusion a monté de manière organique. Et les annonceurs, les modes, voilà, publicité le titre dès le début. Alors, par rapport aux gens qu'on vient de rencontrer sur ce plateau, vous avez une attitude plutôt paradoxale. Vous dites que vous ne voulez pas complètement connaître votre lectorat, un peu comme un cuisinier qui n'a pas envie de savoir ce que les gens aiment manger systématiquement pour leur offrir quelque chose. C'est quand même assez étonnant dans une époque qui est très, très data-oriented et qui essaye au contraire de cibler au maximum. Mais je pense que la data, c'est formidable sur le digital, c'est bien dans le domaine du clienteling, etc. Si on parle de la presse écrite et du magazine, je trouve que ça empêche, en fait. C'est quelque chose qui coupe les ailes. Et moi, je pars toujours du principe qu'une rédaction est là pour proposer des choses, pour surprendre un lecteur, pour, entre guillemets, l'instruire, l'inspirer, le faire rêver. Surtout pas lui donner ce qu'il attend. Sinon, on donne les clés du magazine aux lecteurs et ils le font. Donc moi, j'ai toujours été contre ça. De la même manière, je suis hostile à toutes les tables rondes de lecteurs que peuvent faire certains groupes de presse afin de leur demander ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils souhaiteraient. Je trouve que c'est la pire des choses à faire. Donc voilà, je trouve que c'est... Cette grande artiste new-yorkaise qui avait ce panneau lumineux sur lequel il y a écrit Stop giving people what they want. Exactement, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Donc c'est ce qu'on appelle un peu un marketing de l'offre. Et dans vos contenus, vous dites que vous voulez décrire l'époque, mais sans faire de moraline. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a trop de morale aujourd'hui ? Non. En fait, j'ai remarqué que dans certains titres, alors il y a des titres qui sont très légitimes pour ça, des titres encore une fois féminins classiques qui sont là pour analyser l'époque. L'époque est intéressante parce qu'il y a des bouleversements idéologiques, il y a des prises de conscience. Un magazine se doit d'être dans la réalité, donc qu'il s'agisse des questions de diversité, d'inclusivité, d'écologie, de fluidité des genres, etc. Je pense qu'un magazine comme Bazaar doit en tenir compte, mais c'est pas le sujet des magazines. Moi, je suis très mal à l'aise quand je vois des magazines. Vous voulez retrouver la liberté qui est celle des éditorialistes. Non. Ce que je veux dire, c'est que je suis gêné quand je vois des magazines proches d'une autre qui font des pages green ou des choses comme ça, qui sont un peu des pages alibi. Moi, je considère que ces questions-là, c'est le vocabulaire de l'histoire, mais c'est pas l'histoire. Un magazine comme Bazaar, son histoire, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est l'artistique. Par contre, il est clair que dans ce qu'on montre, dans ce qu'on représente, voilà, tout le monde est là, droit de citer. J'espère que c'est digéré naturellement. Et voilà, je sais pas si c'est très clair. Bon, voilà, l'approche est là en fait. Donc pas de petite morale, et vous maniez la diversité dans des formats avec des textes longs,
hein, un peu comme le fait Vanity Fair ou d'autres, et puis des formats plus courts qui sont plus adaptés aux réseaux sociaux. Comment cette alchimie fonctionne? Elle fonctionne plutôt bien et l'idée c'était de tendre au maximum justement cette dichotomie. C'est-à-dire que sur le digital, on est dans du scrolling, du snacking entre guillemets, on va très très vite, on n'est pas très concentré. Voilà, alors que ce que je voulais pousser sur les magazines, c'est effectivement les textes ambitieux avec des entretiens assez fleuves où les gens ont le temps de s'exprimer, de dire des choses, des analyses. Enfin, vraiment renouer avec le temps long. Voilà, sur le print, c'est très important et je trouve là pour le coup il n'y a pas de paradoxe. Je pense que c'est deux formats qui cohabitent très bien. Alors à propos de temps, vous alternez entre la consommation, parce que vous faites toujours les clins d'œil à l'industrie du luxe et à l'univers publicitaire, à la surconsommation même, mais aussi vous faites la part belle à tout ce qui peut être vintage, seconde main. Et ça, c'est une nouveauté dans les magazines de mode. On n'a pas trop le choix. Je pense qu'on est un peu confronté à la même problématique que les marques de mode ou de luxe. Là, pour le coup, c'est un vrai paradoxe. C'est que les marques de mode sont connues pour être toujours en ébullition, de production, de créativité, etc. Donc nous, en tant que magazine de mode, on est là pour documenter ça, pour en témoigner. À côté de ça, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il y a une prise de conscience là aussi. Attention, pas de moraline. Non, mais c'est une réalité. et non, on essaye de pas le faire, mais c'est vrai que voilà, on est obligé quand même de tenir compte de ça et encore une fois, j'espère de manière subtile, d'encourager les consommateurs à consommer différemment justement. Donc on met en avant, on photographie des vêtements de saison, mais beaucoup de vêtements d'archives, des vêtements vintage. On photographie jamais de vraies fourrures. Enfin, les choses se font. Enfin, la route sera longue, mais on essaie quand même de trouver un compromis entre ces deux réalités qui à un moment vont devoir n'en faire qu'une. Alors on a Vogue, on a l'Officiel, on a Numéro, on a tous ces titres-là, on a Vanity Fair. Quelle place va se faire Harper's Bazaar en France et quelles sont vos envies pour 2024 ? Alors, Bazaar va continuer à cultiver son petit jardin. Moi, je suis très content que tous les autres soient là. Je les regarde parce que je suis curieux, mais je crois que chacun a sa couleur et c'est important que nous on continue à développer la nôtre. Et l'idée, c'est un titre qui, à mon sens, a une grande élasticité. C'est un titre assez mythique. Je pense qu'à terme, une fois que la notoriété sera plus installée en France, on peut envisager des hors-séries, on peut envisager, pas forcément d'ailleurs sur la thématique de la mode. Ouais. Et j'aimerais aussi, moi, le développer sur d'autres médiums. Pourquoi pas faire des productions de documentaires, etc. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre invitée suivante. Merci beaucoup. Merci Olivier Lalanne.